Vous savez, le gouvernement a convoqué des états généraux de la bioéthique dans la perspective des révisions des lois de bioéthique qui devraient avoir lieu à la fin 2009 ou début 2010. Et puis parallèlement à ces états généraux qui concernent tous les citoyens, eh bien, la commission parlementaire poursuit elle aussi son travail avec une série d'auditions, d'experts et aussi des représentants des grandes religions. Alors sur ce plateau avec nous aujourd'hui, d'abord David Messas, vous êtes grand rabbin de Paris, bonjour. Avec nous aussi le cardinal Philippe Barbarin, forcément à Lyon, archevêque de Lyon, bonjour éminence. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et puis enfin Azzedine Gassi, vous êtes président du conseil régional du culte musulman pour la région Rhône-Alpes, bonjour. Alors avec vous trois, nous allons passer en revue aujourd'hui, assez rapidement d'ailleurs, trois grands domaines qui sont directement concernés par ces lois bioéthiques. Il y a la question de l'embryon et notamment des recherches sur l'embryon. Il y a les réponses que nous apportons dans notre société à la souffrance de l'infertilité. Et puis il y a également tous les diagnostics, les dépistages que l'on peut faire désormais avant la naissance et les conséquences de ces dépistages. Et ça va nous permettre de voir ensemble quelles différences d'approche on trouve dans les traditions religieuses que vous représentez tous les trois, et éventuellement quels points de convergence ou quels points de vigilance en commun vous pouvez partager. À propos de l'embryon, on va écouter tout de suite Emmanuel Pella, qui est journaliste à Famille Chrétienne. À l'occasion de ces états généraux de la bioéthique, le président Nicolas Sarkozy nous a posé un certain nombre de questions. Une a particulièrement retenu notre attention, la recherche sur l'embryon. Non pas pour des questions morales, mais parce qu'il se pourrait tout simplement que la France soit hors la loi. Et oui, la recherche sur l'embryon dans l'Hexagone n'est autorisée qu'à titre dérogatoire. Je cite les lois de bioéthique de 2004, ces recherches ne peuvent être poursuivies si on peut obtenir les mêmes résultats avec une méthode alternative d'efficacité comparable. Or, que visent ces recherches? À extraire de l'embryon de multiples cellules pour soigner aussi bien des maladies génétiques qu'un cancer. Problème, ces recherches peuvent être poursuivies par des méthodes alternatives. Pour vous en persuader, un exemple, celui du professeur Jan Wilmuth. Embryologiste, professeur à l'université d'Édimbourg, Jan Wilmuth n'est rien moins que le père de la brebis de lit, le premier animal cloné. Eh bien, ce scientifique a renoncé au clonage à la suite d'une découverte, celle d'un Japonais, qui a réussi à obtenir, je vous le donne en mille, les mêmes perspectives thérapeutiques à partir de cellules ne provenant pas de l'embryon. Alors la recherche sur l'embryon, to be or not to be, that is the question. Merci Emmanuel. Notre première grande question. Finalement, que disent les grandes traditions religieuses sur l'embryon? Quand commence la vie? David Messas. Écoutez, c'est une question très difficile parce que c'est une question talmudique d'ailleurs. À quel moment est-ce qu'on peut considérer qu'un embryon, qu'un fœtus est vivant? Et que si on attente à sa vie, c'est devenu un crime. C'est ça toute la différence. Parce que tuer quelqu'un, c'est tuer quelqu'un qui est vivant. Est-ce que le fœtus est considéré comme une personne vivante, indépendante de la mère, et que le fait de le détruire, c'est un crime contre l'humain, comme si vous tuez quelqu'un? C'est ça tout le problème. Or, il y a un texte qui est très important dans la Bible, à partir duquel on a réfléchi beaucoup, les rabbins ont réfléchi. Il est dit que si quelqu'un frappe une femme, et cette femme est enceinte, et en la frappant, cette femme a malheureusement perdu son bébé. Alors, quelle est la sanction de cet homme-là? Est-ce qu'il est considéré comme un criminel parce qu'il a tué un bébé? Ou bien est-ce que c'est interdit, mais il n'est pas considéré comme un criminel? Bon, voilà le grand problème. Le problème de l'embryon, il n'est pas posé directement, il est proposé à partir d'une question rabbinique, juridique qui se pose au juge, et à partir de là, on découvre quelle est la nature de l'embryon sur le plan de la Torah. Eh bien, on nous dit la chose suivante, c'est assez étonnant, que si quelqu'un a frappé et qu'il n'y a pas eu de mort, voyez, mais qu'elle a perdu son enfant, eh bien, il n'est pas considéré comme criminel, comme s'il a tué une personne vivante, mais par contre, c'est une interdiction. Il y a des compensations qu'il doit apporter à la famille, de toutes sortes compensations qui sont signalées sur le plan juridique et sur le plan de la responsabilité qu'il a eue à tuer un projet de vie, à une vie potentielle qui était en route et qui devait réaliser l'avenir de la vie. Voyez,
mais ce n'est pas la vie encore. Or, quand quelqu'un détruit un avenir de vie, un potentiel de vie, ou une vie qui est déjà faite, sur le plan juridique, il y a une grande différence. Ça, c'est la différence. Mais en tout cas, on en retient quand même que tuer un embryon n'est pas considéré comme un crime, mais simplement comme une dégradation d'un projet de vie. Azedine Gassi, est-ce qu'on a les mêmes précisions, les mêmes réflexions dans le Coran? On se rejoint un petit peu tous, les trois traditions religieuses se rejoignent, je pense, sur le respect absolu de la vie. Et on a ce passage dans le Coran qui est très très important et dans lequel Dieu nous dit que celui qui tue une vie, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Et celui qui sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé toute l'humanité. Ensuite, il y a peut-être des divergences sur quand commence la vie, quand est-ce qu'elle s'arrête. Et dans la tradition musulmane, il n'y a pas un consensus sur cette question. Il y a essentiellement trois tendances ou trois courants. Il y a le premier courant ou la première tendance qui dit que la vie commence dès la conception, qui est proche un petit peu de celle des catholiques. La deuxième tendance qui s'aligne un petit peu sur la position des juifs, qui dit que la vie commence à partir de 40 jours à peu près. Et enfin, la troisième tendance, c'est celle qu'on retrouve, qui est pratiquement majoritaire, et celle qu'on suit ici en Europe et en France notamment, c'est celle qui dit que la vie commence, enfin, l'embryon s'individualise, il devient une personne, il devient un être humain à partir de 4 mois, à partir de 120 jours, ce 120e jour où le souffle, le rabbin tout à l'heure parlait de ça, où l'esprit de Dieu est insufflé dans l'embryon, il est considéré comme un être humain, et par conséquent, il faut faire attention à la fin de la vie, etc. etc. Donc, Éminence, que dit l'Église catholique? Quand vient le souffle? Je ne pense pas qu'elle se prononce sur le quand, ni sur les jours, ni sur les mois. Simplement, nous savons que notre histoire a commencé quand nous étions un fœtus et quand nous étions un embryon. Et donc 5 jours avant ma naissance, tout était prêt pour ma naissance. Mais 4 mois avant notre naissance, notre maman dit j'ai eu peur parce que j'ai eu une rubéole ou une grippe. Donc elle était un peu inquiète pour nous. Et en fait, 8 mois et 25 jours avant notre naissance, notre histoire était déjà commencée. Elle ne le savait même pas, mais c'était notre histoire qui déjà avait commencé. Alors, dans la Bible, on voit ça d'ailleurs quand il dit au psaume 139, il dit tu m'as tissé au ventre de ma mère. C'est-à-dire, j'étais comme, c'est joli comme comparaison, donc j'étais tissé au ventre de ma mère et c'était déjà mon histoire qui commençait. La personne humaine, créée par Dieu, ça reste un mystère. Donc on ne va pas mettre de quand. Mais l'Église dit il faut respecter une vie humaine dès son commencement. C'est-à-dire, elle arrive comme un mystère et donc on va la respecter dès son commencement. En fait, je crois que ce n'est pas suffisant de dire que les trois religions ou les trois grands courants monothéistes se rejoignent là-dessus, mais il faut voir aussi que c'est un grand courant culturel, si vous voulez. Par exemple, si vous regardez les avis du Conseil national d'éthique en France, il dit la même chose à propos de l'embryon. Si vous regardez même le Code civil, dans la République française, article 16 du Code civil, on dit « et la République s'engage à respecter la vie humaine dès son commencement ». C'est-à-dire quand notre vie a commencé. Le commencement tout de même. Je voudrais simplement préciser la chose suivante parce que j'ai peur que ça ne soit pas bien compris. C'est sûr que c'est un être vivant, c'est évident. Mais la question est la suivante. Est-ce que c'est une partie vivante de la mère ou bien c'est un être vivant autonome? Ce sont deux choses tout à fait différentes. Voilà. Alors prenons justement, pardon monsieur le rabbin, prenons justement un cas très concret. On sait qu'à la suite du développement de l'assistance médicale à la procréation, il existe en France, dans le monde entier, mais en France quelques dizaines de milliers d'embryons qui existent et qui sont actuellement conservés. 180 000, Philippe. Congelés, 180 000. À vos yeux, à chacun, que faut-il en faire? Éminence. Il y a un adage latin qui dit ab absurdo sequitur quod libet, c'est-à-dire que quand il y a une situation qui est devenue absurde, tu ne peux pas trouver une solution logique. Donc, ce qu'on souhaite, c'est qu'il n'y ait pas de production, ou au moins un moratoire dans la production de ces embryons, parce qu'on se trouve devant une grande impasse. Vous voyez mais il y a donc dans la vie, 000 questions posées là tout de même. Voilà, c'est ça. Donc là, on se trouve devant une énorme souffrance. Alors, pas de problème pour ceux qui arriveraient à devenir vivants dans le corps de leur maman et tout. Et pour les autres, un énorme problème. Alors on trouve des dérivés en disant mais on pourra les utiliser pour des recherches scientifiques et pour des recherches thérapeutiques, etc. Mais grosse question qui a été posée tout à l'heure par l'interlocuteur en disant mais est-ce vraiment légal
Parce que, en fait, la loi l'interdit et fait des dérogations si jamais il n'y a pas d'autres possibilités. Mais voilà qu'on découvre qu'il y a d'autres possibilités. Donc la première chose que moi je souhaite pour cette loi, c'est qu'on arrête de produire des embryons. Ça arrive dans d'autres pays, vous voyez. En France, vous avez une très forte pression en disant, ah ben, faut savoir ce que vous voulez. Quand des gens veulent, par exemple, une procréation médicalement assistée, eh ben, il nous faut plusieurs embryons congelés. On fera l'implantation de 2 ou de 3.